Bertrand, il y a Cota Climat qui se réjouit en disant, «Ça y est, après plus de 2 ans de travaux, 10 députés issus de 8 groupes politiques déposent à l'Assemblée nationale une proposition de loi sur le traitement médiatique des enjeux environnementaux». C'est pour bâillonner, en fait, tous ceux qui pensent pas comme eux. Oui, c'est bien résumé. C'est une officine qui vit de la censure, enfin qui aimerait vivre de la censure. Parce qu'ils n'arrêtent pas tu sais, de saisir l'ARCOM ou d'en appeler à alors un truc qui s'appelle la commission de déontologie journalistique ou je sais pas quoi. Donc avec l'article du Point, ils avaient saisi ce comité d'éthique là. Mais en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient tellement sollicité ce comité que maintenant il fallait payer quand on le sollicitait. Donc ça les embêtait beaucoup. Bah oui. Voilà, c'est les grands censeurs. C'est le politburo moderne, si tu veux, de l'écologie. Et donc effectivement, ils ont réussi à déposer une proposition de loi, donc qui est officiellement déposée, qui est le porteur, c'est quelqu'un qui vient du Parti socialiste, qui est Stéphane Delautrette, qui est un député de la Haute-Vienne, donc ça doit être Limoges, la Haute-Vienne. Et puis, ils ont le soutien, disent-ils, de deux présidents de commission. Alors, sans surprise, c'est des gens de la gauche, hein. Donc, de NFP avec Fatia Keloua Adri, je crois bien, ça se dit comme ça. Donc, c'est une députée de Seine-Saint-Denis. Alors, elle est présidente des commissions des affaires culturelles. Et puis, Sandrine Lefeur, qui est en fait députée Renaissance, elle, et qui est la commission, présidente de la commission développement durable. Et Sandrine Lefeur est aussi enfin, la personne qui est à Cota Climat, là, qui est voilà, une des figures de Cota Climat, et assistante parlementaire, je crois toujours, de Sandrine Lefeur. Et donc, ce qui est en fait scandaleux, ce qu'on avait déjà dénoncé, c'est que, en fait, cette proposition de loi, elle vient de Cota Climat, là, qui est animée par des assistants parlementaires ou des anciens assistants parlementaires, et par quelqu'un qui vient de l'Institut Rousseau, et qui est un fonctionnaire de l'Assemblée nationale. Donc on peut estimer que l'Assemblée nationale finance le lobbying auprès de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que, bon, des lobbyistes, il y en a partout, en Europe, à l'Assemblée nationale, où tu veux. Mais en général, ils ne sont pas financés par le Parlement. Or là, les lobbyistes sont financés par le Parlement, puisqu'ils y travaillent, ou oui, parce qu'ils y travaillent précisément. Donc tu vois que cette situation est complètement aberrante. Euh, voilà. Donc c'est quand même notre pognon qui sert à tout ça finalement. Donc il y a un conflit d'intérêts, même si c'est peut-être pas dans le, comment dire, c'est pas sous le coup de la loi puisque c'est peut-être pas interdit, mais enfin c'est quand même moralement un peu répréhensible quoi. Et donc, ce qui est évidemment répréhensible aussi, c'est qu'on veut faire taire les gens qui pensent pas comme eux, qui pensent pas forcément qu'il y a une crise écologique et qu'on doit boire les paroles de l'alarmisme climatique lié à la biodiversité. On va Donc, rappeler quand même, Bertrand, que oui. ces gens s'en prennent, comme tu l'as dit, donc aux grands médias, qu'on peut qualifier de droite, hein, plutôt, puisque généralement leurs saisines sont à l'encontre de CNews, de Valeurs Actuelles, et cetera, mais qui s'en sont aussi pris, pour ceux qui ne le savent pas encore, directement à Action Écologie en s'en prenant à toi. Oui, oui, c'est ça. En fait, ils veulent faire taire. Ils ont même dans leur proposition de loi, ils veulent faire taire les gens qui sont des dénialistes, ceux qu'ils appellent les dénialistes de la crise, quoi. C'est-à-dire qu'on peut estimer qu'il y a un changement climatique, mais pour autant, il n'y a pas de crise, tu vois. De même pour la biodiversité, il peut y avoir une diminution des espèces. Mais évidemment, ils s'en sont pris à moi plusieurs fois, et à Sylvie Brunel, par exemple, à Benoît Ritaud, qui sera un autre colloque aussi. Donc voilà, ils veulent nous faire taire, mais évidemment, c'est eux qui perdront à la fin. Alors, c'est une proposition de loi, donc elle n'est pas inscrite à l'agenda, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale encore. Il faut qu'ils aient encore des signataires. Pour le moment, il y a 7 députés signataires, apparemment. Et donc, leur but, c'est qu'il y ait de plus en plus de députés qui soutiennent cette proposition de loi pour qu'elle soit mise à l'ordre du jour. Alors, je pense que l'Assemblée nationale a peut-être autre chose à faire, nous verrons bien. Mais quand même, ces gens-là continuent à essayer de faire taire le débat pourtant qui doit avoir lieu, même si sur certains radios et télévisions publiques, le débat est interdit, hein. Je te rappelle que je ne sais pas si tu sais ce que Radio France a publié. Tu sais, ils ont fait une sorte de charte qui s'appelle Le Tournant.
c'est un tournant écologique en fait, où ils disent: «Nous nous tenons résolument du côté de la science en sortant du champ du débat la crise climatique, son existence comme son origine humaine». C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne où tu critiques le fait qu'il y ait une crise et climatique précisément, tu ne peux pas être invité sur les ondes de Radio France. C'est la même chose finalement sur tout le service public. Et c'est pour ça qu'il y a eu récemment une émission de télévision là sur France 5 où encore il y avait des invités pour parler, je crois que c'est de la COP, la nouvelle COP là qui a lieu en ce moment, à laquelle personne ne vient d'ailleurs. Si je peux, si tu as remarqué, même Macron n'y va pas. Donc Celle en Azerbaïdjan? voilà, c'est ça. Et C'est tous les normal, c'est pour des raisons qu'on connaît, sur la dictature, d'Azerbaïdjan, menée par Aliyev et surtout qui est en ce moment, très, comment dire? Qui fait beaucoup d'offensives contre les intérêts de la France, en outre-mer. Voilà. Tout à fait, mais bon, tu vois qu'il y a beaucoup de gens quand même qui n'y vont pas. Peut-être cette COP climatique fera moins de bruit que la COP de la biodiversité qui a eu lieu avant, donc ça serait une première. Où il y avait une émission de télé où il y avait une espèce de brochette d'invités, en gros, qui pensaient tous dans ce carcan de la crise écologique. On avait Gaspard Koenig, par exemple, on avait des gens d'écologie, les écologistes, le parti, et puis on avait le petit jeune des banlieues, tu sais, qui n'arrête pas d'être invité partout parce qu'il est de banlieue et parce qu'il est pour l'écologie et notamment pour qu'on mette le débat sur la crise climatique. Et donc, on n'a que des gens qui pensent pareil. C'est magnifique le service public, donc on a des débats évidemment inintéressants. Et voilà, tout ça, c'est avec notre pognon, cher ami. Mais voilà, c'est pas grave. Ah, notre pognon est décidément très mal employé, hein. On le voit sur le domaine donc de la question du débat autour de la question écologique et environnementale et d'une manière générale, on voit de toute façon qu'il y a un gros problème de dépenses de notre argent et de dépenses publiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'aux États-Unis, Elon Musk, va être, nommé, par Trump à la tête d'un ministère. Alors apparemment, on ne peut pas dire ministère puisque c'est une mauvaise traduction, mais bon bref, d'un Ouais. organe en gros chargé d'améliorer, de rationaliser les dépenses aux États-Unis, le département, de l'efficacité gouvernementale, je crois que ça Oui, s'appelle c'est ça. et dont le but est justement, à la fois d'alléger les normes, de démanteler la bureaucratie, de surveiller les dépenses publiques, enfin bref, tout ce qu'on devrait faire. Donc qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne nouvelle pour eux ça? Pour les Américains, tu veux dire? Oui. Oui. Oui, bon, il y a effectivement une inflation de normes et puis, de plus en plus d'administration, de bureaucratie. Bon, moi, je l'ai dit souvent, ici ou ailleurs, ce phénomène-là, dans les sociétés modernes, est dû à une abondance et l'abondance crée toujours le gaspillage. Donc l'excès de bureaucratie, c'est un phénomène de gaspillage. Et donc il existe évidemment aux États-Unis, il existe, évidemment en Europe, je dirais encore plus. Mais comme on est dans une crise très très importante, eh bien, c'est là où on va essayer de resserrer, si tu veux, les choses et donc de mettre fin au gaspillage et donc à la bureaucratie, mais par nécessité. Parce que là, on est dans une crise financière notamment très importante. Donc, mais ce qui est marrant, si tu veux, c'est que donc on avait un peu analysé ça la semaine dernière, ce retour de Trump et la compétitivité économique des États-Unis, peut-être qui va être de plus en plus dur. Mais ce qui est marrant, c'est de voir le parallèle entre l'Europe et les États-Unis. Donc, effectivement, aux États-Unis, la création de ce département, ce Department of Government Efficiency, donc de l'efficacité gouvernementale, où où Trump dit qu'il veut démanteler la bureaucratie, retirer l'excès de réglementation et restructurer les agences fédérales. Il y a notamment l'Agence fédérale de l'environnement. On se demande si elle ne va pas capoter. Et tiens-toi bien, Trump parle dans sa déclaration du Manhattan Project de notre temps, le projet Manhattan de notre temps. Le projet Manhattan, c'était donc le projet qui a abouti à la bombe atomique. Hein, à la création de la bombe atomique, on a mis une centaine de chercheurs dans le désert et ils étaient chargés de faire la plus grosse arme qui n'ait jamais été construite et qui a permis de mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, voilà ce qu'il faut. Donc, tu vois l'ambition très importante de Trump qui veut véritablement. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure il va réussir son affaire, mais c'est quand même un truc très, 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 très fort. Et on sait aussi ce qu'a fait Musk, tu te souviens, quand il est arrivé à Twitter. Je crois qu'il a viré 80% des gens.
Bon, Oui, il a fait le cost killer, ouais, c'est ça. à Alors là, l'ancienne. il est en train de réembaucher, en fait. Il paraît que c'était une tactique, finalement. On vire tout le monde, on voit comment ça se passe, puis on rembauche après pour combler les trous et les problèmes. Donc, si Musk fait la même chose, voilà, ça va faire mal. Et en fait, il veut aussi aboutir oui, au 4 juillet 2026 à avoir un gouvernement un peu resserré et pour fêter en fait le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance, arriver finalement à un État qui est réduit et où on aura mis fin à la bureaucratie. Bon, bref, donc ce qui est important là, c'est la différence avec ce qui se passe en Europe. Et en Europe, figure-toi qu'il y a le grand oral des commissaires européens euh, donc auprès du Parlement européen. Je répète qu'ils sont proposés par le Conseil et qu'ils sont validés par le Parlement européen. La Commission doit être validée par le Parlement européen. Et donc en ce moment, il y a un oral de Stéphane Séjourné. Alors Stéphane Séjourné, c'est un politicien, disons, qui a été ministre de l'Europe, je crois, ou je ne sais pas le titre exact, mais dans la dernière mandature, il était ministre des Affaires européennes, je crois. Et puis, c'était le copain d'Attal, hein, il était paxé avec Attal. Et puis, c'est un homme politique, si tu veux. Il a été assistant parlementaire toute sa vie. Enfin, il a que grenouillé dans les partis politiques, Stéphane Séjourné. Et il a été nommé vice-président exécutif de la Commission européenne euh, à la prospérité et à la stratégie industrielle. La prospérité et la stratégie industrielle. Et qu'est-ce que dit Stéphane Séjourné? Ça a été relevé par un certain nombre d'observateurs. On peut voir ça dans la vidéo, c'est assez remarquable. Il dit, j'ai 4 convictions, et alors parmi ces convictions, il dit, il faut décarboner et industrialiser en même temps. Alors, bon, il est macroniste, donc évidemment, c'est en même temps. Mais décarboner et industrialiser en même temps. C'est évidemment les deux choses qui sont antinomiques pour l'instant. Je veux dire, avec les technologies qu'on a, si on veut faire de l'industrie et décarboner en même temps, eh ben, c'est un partout balle au centre. C'est-à-dire, c'est l'immobilisme assuré. Tu ne peux pas faire les deux en même temps aujourd'hui, malheureusement. C'est pour ça, d'ailleurs, que les industries dégagent, notamment à l'étranger. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une partie de la raison. Et puis, il dit aussi, c'est extraordinaire, il faut noter cette phrase. Le mec, il est quand même, il fait un discours. En plus, il a lu ce qu'il dit là, il l'a lu. Donc, c'est pas improvisé. Il a dit, il n'y a pas d'industrie sans décarbonation et il n'y a pas de décarbonation sans industrie. C'est vraiment débile. Il faut vraiment être il n'est vraiment pas au niveau, si tu veux. Il n'y a pas d'industrie sans décarbonation. Ben, c'est exactement l'inverse. Si tu veux avoir de l'énergie enfin, l'industrie a besoin d'énergie et aujourd'hui, l'énergie, elle est essentiellement dans les énergies fossiles, sinon tu vas avoir des trucs inefficaces. Et puis, il n'y a pas de décarbonation sans industrie non plus. Parce que franchement, tu peux décarboner sans industrie. Hein. Tu fais une petite politique de décroissance, tu reviens à la charrue, à la lampe à pétrole, enfin peut-être pas à pétrole justement, il faudrait changer de type de lampe, mais c'est incroyable de dire autant de conneries. C'est-à-dire que là, l'Europe face aux États-Unis, si tu vois le grand écart. Et que là, on est vraiment dans une faille spatio-temporelle en Europe. C'est pour ça que ça ne peut pas durer. Le commissaire, le vice-président à l'industrie, à la prospérité, à la stratégie industrielle, la prospérité doit se faire dans le cadre de la décarbonation. Mais ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc, le projet de Stéphane Séjourné, c'est la fin de l'industrie. Et donc son projet, ça va être l'immobilisme finalement, sauf s'il ne fait pas ce qu'il dit, bien sûr. Mais donc voilà les grosses contradictions et on voit en fait cet écart en fait qui se creuse entre la stratégie américaine et la stratégie européenne. Mais encore une fois, cette situation n'est pas tenable. Donc le pacte vert, il faudra revoir le pacte vert. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Marion Maréchal. C'est une des premières qui a dégainé, là, parce qu'elle elle est députée européenne. Donc, il y avait une vidéo qui traînait sur les réseaux sociaux où elle interpelle Stéphane Séjourné et où elle lui dit, mais attendez, vous êtes pour la prospérité industrielle, mais vous avez voté systématiquement, vous avez soutenu le pacte vert européen qui détruit finalement l'industrie et l'agriculture, en fait. Et puis en même temps, vous avez aussi soutenu toutes les lois sur la restauration de la nature. Donc toutes ces lois qui sont le dernier clou, dit-elle, dans le cercueil
de l'industrie européenne. Et ça, je crois que c'est assez bien vu, en fait. Il n'y a pas qu'elle qui l'a dit ça, mais c'est une des premières qui a dégainé. Et elle a assez bien vu ce qui était en train de se passer et toutes les contradictions qu'il y a au niveau des élites européennes qui en ont, à mon avis, plus pour longtemps. Il y a un petit truc qui est amusant à saluer par rapport à la nomination d'Elon Musk donc et justement un peu de ce changement de mentalité qu'il va y avoir aux États-Unis par rapport à la bureaucratie, c'est qu'on a, ça a eu des effets directs en France, puisqu'on a le ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian, qui est quelqu'un de plutôt intéressant, puisqu'il s'est beaucoup opposé aux normes trop étouffantes. C'est quelqu'un qui globalement est sur une ligne assez proche de la nôtre, en fait, il soutient les agriculteurs contre les normes excessives, il n'est pas un grand fan du pacte vert, etc. Et donc, il est actuellement ministre de la fonction publique. Il veut réformer la fonction publique pour que ça tourne un petit peu mieux. Et il a salué l'arrivée de Musk à la tête de ce département en disant j'ai hâte d'échanger les bonnes pratiques. Évidemment, tout le monde lui est tombé dessus. C'est ça qui est très drôle, c'est que on a dit voilà, il y a un Trumpiste au gouvernement français. C'était Libération qui a fait un article. Toute l'opposition lui est tombée dessus et il a été relativement peu soutenu par son camp d'une manière générale au lieu de voilà de se dire après tout pourquoi pas, c'est peut-être un modèle dont on pourrait s'inspirer pour réformer un peu la bureaucratie française. Voilà, non, il a été un peu, j'ai l'impression, un peu esseulé, un peu lâché. Voilà, Oui, oui, oui. J'ai vu je t'en son... parle parce que voilà, c'est un personnage intéressant. Donc, Oui, tout à fait. J'ai vu son message, effectivement, sur X. Et donc, oui, c'est remarquable. Alors, je pense qu'il aura peut-être plus des difficultés parce que j'ai l'impression qu'aux États-Unis, si tu veux, pour virer des gens en général, c'est beaucoup plus simple. Et pour virer des fonctionnaires, alors je sais pas quel statut ils ont les fonctionnaires aux États-Unis, j'avoue que je suis ignorant de ça, mais je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour notre ami ministre en France que pour Elon Musk pour réformer l'État, mais notamment parce que les fonctionnaires ont un emploi à vie. Voilà. Mais en tout cas, tu as raison de souligner ça. Donc, nous aussi, on est contre. D'ailleurs, j'avais moi-même écrit il y a quelque temps un article qui s'appelait Moi, ministre de l'Environnement, où je décrivais ce qu'il fallait faire. Il fallait détruire le ministère de l'écologie pour faire un ministère de l'Environnement, premièrement, mais il fallait surtout s'attacher. Le premier rôle du ministre de l'Environnement, c'est ne plus faire, c'est plutôt défaire. Hein, parce qu'il y a suffisamment de normes qui existent pour protéger notre environnement. C'est bon. Au contraire, il y en a trop, et du coup, ça pose tout un tas de problèmes et ça n'améliore pas la situation environnementale. Donc, il faut défaire, en fait. Et c'est ça la grande difficulté que les hommes politiques ont en ce moment, mais la nécessité va leur faire comprendre, c'est qu'il ne faut plus faire, il faut défaire. Et ça, c'est peut-être la politique des prochaines années. merci beaucoup, Bertrand. Mais de rien, à bientôt.